Enchaîner tout de suite avec nos keynotes, nos speakers. Ils ont gentiment accepté et on va interagir aussi un petit peu avec vous. J'appelle tout de suite. On va parler de l'enjeu de la visibilité des startups pour attirer des financements. Je vais appeler un chasseur, Saïd, chasseur de startups africaines. Alors, il est fondateur de My African Startup et de finance-tes-études.com. J'appelle tout de suite, il va être précédé par une vidéo. Christian Camaillou, sous vos applaudissements. Christian, tu préfères... Viens récupérer sa tête, c'est mieux. Faso est la première grande ville ivoirienne depuis la frontière avec le Ghana. Ce matin, un autobus se faufile avec difficulté dans le trafic. À son bord, une quarantaine de personnes venues de toute l'Afrique. Je m'appelle Hakim Oriela, je viens du Nigeria. Je m'appelle Richard Folly, je viens du Togo. Je me nomme Zakaria Ismaël Koné, je viens de la Côte d'Ivoire. Le bus est parti 5 jours plus tôt de Lagos au Nigeria, en passant par Cotonou, Lomé, Accra. Les passagers qui sont tous des futurs entrepreneurs sont montés à bord avec une idée en tête. L'autocar devant leur servir d'incubateur. Dans le bus, il y a 40 personnes qui ne se sont jamais rencontrées avant, qui vont créer des équipes. Donc un jeune qui a peut-être une idée et envie de créer quelque chose peut rencontrer des collaborateurs. 5 pays traversés en 5 jours. À bord de ce bus disposant de la Wi-Fi et de l'Internet, Fabian Gull a pour ambition de coacher, d'aider ses futurs patrons à formaliser leur projet d'entreprise. Faire que leur concept devienne un business model viable avant d'arriver à Abidjan, où ils devront présenter leur start-up à des investisseurs. Mon projet de start-up qui en fait travaille sur les systèmes d'information géographique et la géolocalisation. J'ai rejoint une équipe de 4 personnes depuis le Nigeria où on travaille sur un projet appelé iHave. Ces derniers jours, nous vivons une aventure incroyable, car c'est révolutionnaire de réunir ensemble des entrepreneurs qui s'entraident et trouvent des solutions aux problèmes locaux en Afrique. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin. À bord du bus, tout le monde s'entraide et des équipes se forment. Donc comme vous voyez avec moi ici, c'est mon équipe qui s'appelle Afri Edu, qui est en fait une équipe qui travaille sur la mise en place d'une plateforme qui va faire des cours en ligne avec des contenus typiquement africains, produits par les Africains et en direction des Africains pour la plupart du temps. Sur la route, dans chacun des pays traversés, les start-upers sont allés à la rencontre des incubateurs locaux. Un partage d'expériences avec d'autres entrepreneurs, une manière de s'enrichir des pratiques des autres. Après 5 jours d'incubation, le bus arrive à Abidjan, accueilli par le fondateur du projet, Christian Camaillou. My African Startup, c'est un dispositif et un mécanisme innovant qui a pour objectif d'apporter de la visibilité aux startups africaines. Christian Camaillou est parti du constat que l'Afrique manquant de business angels, il fallait mettre en relation les jeunes créateurs d'entreprises avec des investisseurs potentiels. Cette première édition de My African Startup s'achève dans un lieu emblématique, le siège du patronat ivoirien. C'est là que les jeunes entrepreneurs doivent maintenant passer devant un jury prestigieux emmené par le directeur général de la SIB. Je voudrais remercier en tout cas les speakers qui ont bien voulu donc accepter de venir de passer cette journée avec nous. C'est des gens qui ont plus ou moins réalisé en tout cas une start-up et qui aujourd'hui, nous pensons qu'ils peuvent servir de modèle aux jeunes qui sont dans la salle pour apprendre et pour aussi pouvoir trouver donc des fonds pour se financer. Chaque équipe de start-upers dispose maintenant de 5 minutes pour convaincre le jury de la pertinence de son projet. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Santé, éducation, service à la personne, restauration, agriculture. We're here to show you our app.
Notre solution consiste à utiliser les technologies avec la voix pour faire passer des messages de prévention aux populations rurales de plusieurs manières, avec des SMS et de la voix. À l'issue des présentations, le jury public démarre une séance de questions-réponses pour approfondir certains points. Dans combien de temps est-ce que vous imaginez un retour sur investissement et comment comptez-vous générer des revenus? Nos cours en ligne sont en accès libre. En revanche, si vous souhaitez obtenir un certificat qui prouve que vous avez validé le cours, à ce moment-là, ça devient payant. Dernière étape, la réunion du jury à huis clos. L'attribution des points va se faire sur une dizaine de critères comme l'innovation, la faisabilité ou encore la qualité des équipes. Que chacun donne son classement et puis on va voir ce que ça va donner. Moi, le numéro 1, Ebola. Ça, c'est le numéro 4. Voilà. 3 points, oui, un directeur, il le fait. 3 points pour le premier. Voilà, il y a une moyenne de 4. Voilà. Je trouve qu'en 5 jours, ils ont réussi à constituer les équipes et à faire des projets dont certains sont assez innovants. Et c'est bien sûr le projet qui récolte le plus de points qui est désigné vainqueur. Et je ne serai pas très long parce que je pense que les vainqueurs veulent connaître leur nom. Félicitations à Alt Ebola. Alt Ebola, une application mobile qui permet de transmettre par voix et SMS des informations de prévention médicale en zone rurale via téléphone mobile. Une démarche marketing innovante et d'actualité. Merci de nous avoir soutenus pour combattre Ebola en Afrique. Cette start-up nigériane, dont le créateur a tout juste 23 ans, vient de gagner un accompagnement personnalisé. Un parrainage de 11 patrons qui vont suivre cette jeune pousse dans son développement et lui permettre d'obtenir les financements dont elle a besoin. L'initiative My African Startup souligne une évidence, le futur de l'économie africaine est dans sa jeunesse. Voilà, c'était Christian Camaillou, c'est fini. Ah, tiens, ça, on peut l'applaudir. Non, je voulais juste dire quelque chose avant qu'il commence. Il m'a dit, t'inquiète, vous m'avez donné 30 minutes, je vais parler 5 minutes. J'ai juste une petite vidéo. Il m'a pas dit que la vidéo c'était 20 minutes. Christian, je te laisse avec la salle. Bon, merci. Big up. Donc bonjour, je suis ravi d'être en Tunisie pour la première fois. Donc je m'appelle Christian Camaillou, je suis d'abord entrepreneur à Paris. Il y a quelques années, en 2011, j'ai créé une société qui s'appelle finance-tesetudes.com. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Finance-tesetudes.com, c'est le premier courtier Internet spécialiste des prêts bancaires pour les étudiants. Donc c'est un service qui permet, par exemple, à un étudiant qui a besoin d'effectuer un prêt pour payer ses études, donc de faire la demande en ligne. Et on a créé un mécanisme qui permet d'interroger les banques et on met les banques en compétition pour qu'ils obtiennent la meilleure offre. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement un courtier. Et à l'époque, donc pour monter cette boîte, donc j'ai suivi le parcours classique de l'entrepreneur. J'ai travaillé en banque. J'ai ensuite rejoint l'incubateur de mon ancienne école, HEC Paris. J'ai fait une levée de fonds avec des investisseurs de 800 000 euros quelques mois après la création. Et en 2016, j'ai vendu la société. Donc j'ai vendu la société. Je suis originaire du Cameroun. J'ai toujours travaillé en France. J'ai fait mes études, donc étudiante en France. Mais au fond, j'ai jamais travaillé en Afrique. Et pour moi, c'était important de revenir sur le continent pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Sauf que j'étais confronté à un problème, c'est que effectivement, je n'ai jamais travaillé en Afrique. Et entreprendre en Afrique, on a l'habitude de dire que c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Et donc j'ai décidé de prendre une année de congé sabbatique pour voyager à travers l'Afrique. Et j'ai visité durant les 2 dernières années 32 pays. L'objectif en fait de ces déplacements, c'était avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Effectivement, si je travaille à Paris, ce n'est pas parce que je travaille à Paris ou que je suis camerounais que j'ai une connaissance de l'Afrique. Donc l'objectif de ces voyages, c'était de
de mieux comprendre les spécificités de l'entrepreneuriat dans les différents pays africains. Et oui, donc j'ai parcouru 32 pays. Et au fond, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que, de manière générale, les entrepreneurs rencontrent trois problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la visibilité de leur offre. Le deuxième problème, c'est un problème de financement. Et le troisième problème, c'est celui de l'accompagnement. Eh bien, ce que j'ai fait, comme je venais de vendre ma société, j'ai décidé de prendre une année de congé. J'ai décidé de créer une organisation qui s'appelle My African Startup, donc qui a pour objectif d'apporter une réponse à chacun de ces problèmes. Une réponse partielle, hein, je précise, le problème de la notoriété, du financement et de l'accompagnement. Concernant l'Afrique, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vous avez vu dans la vidéo, hein, c'est des jeunes qui traversent 5 pays, donc ils entrent dans un car avec Internet, et à l'issue donc de ce périple qui dure 5 jours, ils arrivent avec des idées de création d'entreprise. Donc il y a vraiment de la créativité en Afrique, et ça c'est une bonne nouvelle. Et lorsque l'on voyage en Afrique, ce qui est assez surprenant, c'est que dans les différents pays, il y a une forte énergie entrepreneuriale, mais malheureusement, lorsqu'on est en Europe, aux États-Unis, cela ne se sait pas toujours. C'est-à-dire que l'Afrique, on n'associe pas toujours Afrique et innovation. Et donc, un des objectifs, en fait, c'est à travers cette initiative, c'est de détecter dans différents pays africains des startups innovantes et leur rendre service. La notoriété donc, de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que lorsque vous démarrez votre boîte, vous avez un produit ou un service, il faut le faire connaître pour trouver des premiers clients. Donc ça, c'est fondamental. Mais la notoriété, c'est également quelque chose de très important lorsque vous entrez dans un processus où vous devez chercher des investisseurs. Il faut, aller draguer les investisseurs, se rendre attractif pour déclencher chez eux l'envie de vous connaître. En fait, on observe un paradoxe en Afrique, c'est que, par exemple, sur l'année 2016, il y a un fonds d'investissement qui a fait une étude et qui affirme que le montant des investissements auprès des startups africaines pour des montants allant de 200 000 € à 2 millions d'euros, le montant investi sur cette tranche est de 300 millions de dollars. Donc 300 millions de dollars pour 54 pays, c'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau. On va comparer par exemple avec ce qui se passe sur d'autres zones. Donc 360 millions de dollars sur l'ensemble du continent africain et en comparaison à 15 millions de dollars, milliards de dollars sur un trimestre aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a véritablement un problème du financement donc de l'entrepreneuriat africain, et en même temps il y a une énergie entrepreneuriale. Donc il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des capitaux qui ne vont pas vers les entrepreneurs. Et l'hypothèse en fait que je fais en ayant parcouru l'Afrique, c'est que il y a un problème de la notoriété des entrepreneurs africains, la notoriété des entrepreneurs qui sont innovants et qui correspondent à des critères investisseurs, des critères retenus par des fonds d'investissement. Eh bien, en 2017, donc, j'ai pris l'initiative donc, de mettre en œuvre un palmarès annuel de 100 startups africaines. Donc, je précise que je n'ai pas participé à la sélection de ces entreprises. L'ensemble des partenaires que vous voyez ci-dessus, notamment le groupe HEC Paris, a travaillé sur la méthodologie et les critères de sélection. J'ai recruté une équipe de 8 personnes qui ont parcouru l'Afrique pour donc rechercher des startups. On en a identifié 800
Et ensuite, l'objectif a été d'appliquer la méthodologie. Et avec l'ensemble donc, de ces partenaires qui soutiennent donc, cette initiative, donc, en fait, ces partenaires ont été membres du jury. L'impact donc, de cette initiative, c'est que voilà, parmi les 100 de l'année 2017, il y en a 17 qui ont été financés à hauteur de 3,5 millions d'euros. Donc de ce point de vue, on est satisfait. Donc voilà donc, le premier outil pour répondre au problème de la notoriété. Ensuite, je considère qu'un palmarès, c'est de l'édition. Et il y a un autre canal qui permet donc, de rendre service à cette communauté de 100 startups qu'on a identifiées. Le canal, en fait, c'est l'audiovisuel, c'est la télévision. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai rencontré plusieurs chaînes de télévision, CNN, Canal+, TV5. Je ne peux pas vous dire encore quelle chaîne a été choisie, mais j'ai réussi à convaincre une chaîne de télévision internationale, francophone, de mettre en œuvre la première émission de télévision internationale sur les startups africaines. En fait, c'est une série de 52 épisodes. Donc, en fait, c'est le concept de la startup africaine de la semaine. Et chaque semaine, donc juste avant le journal télévisé Afrique, donc, il y aura donc, un reportage donc, sur la startup donc, qu'il s'agit de mettre en avant. L'hypothèse que je fais, c'est qu'avec le palmarès et la télévision, ben, on attire l'attention des médias donc, sur des sociétés qui sont innovantes, d'une part, et aussi on attire l'attention des investisseurs. Et on crée une mécanique donc, qui va permettre à des sociétés qui sont intéressantes de s'adresser à nous et nous dire tout simplement « Ah, vous nous avez oublié dans le palmarès » ou voilà, on aimerait passer à la télévision pour également pouvoir présenter notre innovation. Donc là, c'est le problème de la notoriété. Maintenant, pour ce qui concerne l'accompagnement, j'ai, avec mon équipe, choisi d'innover. Comme vous savez, en fait, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a des incubateurs qui se créent en Afrique, mais malheureusement, le nombre d'incubateurs ne se crée pas suffisamment vite pour répondre à tout le besoin donc des jeunes qui montent leur boîte. En fait, dans la notion d'incubateur, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est de considérer qu'un incubateur, c'est un lieu où des entrepreneurs vont se retrouver pour travailler. Donc, il y a la notion d'incubateur physique. Mais un incubateur, c'est aussi le lieu où des entrepreneurs vont, au fond, se déplacent pour apprendre des choses. Donc, en fait, on va dans un incubateur pour partager son expérience avec d'autres, apprendre des autres, avoir des coachs, des mentors. Et c'est cette dimension, lorsque j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains, qui a retenu mon attention. Je m'explique. Créer des incubateurs, ça demande physique, ça demande des investissements. Et donc j'ai considéré qu'il y avait peut-être une manière toujours avec les médias, hein, donc le palmarès c'est un média, la télévision c'est un média, qui avait avec les médias probablement une manière de faire des choses différentes, ou plutôt de manière complémentaire, c'est en fait amener de l'audiovisuel dans les incubateurs. Je m'explique. Lorsque je me déplace par exemple dans quelques pays africains, je rencontre des jeunes qui disent « Ah, un Camerounais qui va dire « Ah, je suis au Cameroun, malheureusement, il y a des incubateurs très intéressants au Kenya, mais je n'ai pas accès à ce qui se dit dans cet incubateur ou à ce qu'on apprend dans cet incubateur. » Lorsque je vais en Côte d'Ivoire, je vais rencontrer des jeunes qui vont me dire exactement la même chose, qu'ils n'ont peut-être pas accès à un incubateur dans leur ville. Et donc, ce qu'ils aimeraient souvent, c'est de pouvoir avoir accès à ce partage de connaissances. Je vais pour encore être plus précis, pour illustrer mon propos, je me rappelle quand j'étais à l'incubateur d'HEC à Paris, nous étions 10 par promotion. Et généralement, il y avait un coach qui venait nous expliquer un certain nombre de choses hyper intéressantes. Je vais prendre un exemple très simple. Nous sommes 10 autour de la table
Et il y a un investisseur qui vient retraité, hein, un investisseur qui est retraité, qui a investi pendant pas mal d'années sur des startups. Donc il s'assoit au milieu de nous et il nous explique en fait toutes les conneries que les entrepreneurs lui racontent pour chercher à le convaincre. Et donc il démonte successivement l'ensemble des arguments qui ne tiennent pas la route lorsque un start-upper cherche à le convaincre. Donc pour nous, c'était formidable. Nous étions 10 autour de la table avec lui. Mais malheureusement, le message qu'il a fait passer, il l'a fait passer seulement à 10 personnes. Et le raisonnement que je tiens devant vous, c'est de dire que voilà, si on avait mis une caméra devant ce bonhomme qui dit des choses intéressantes, il aurait peut-être été utile, non pas à 10 personnes, mais à des milliers d'entrepreneurs africains. Donc l'objectif, en fait, en termes d'accompagnement, c'est de créer donc de tester en fait ce type d'innovation, voilà, de manière à apporter quelque chose de différent avec de l'audiovisuel et dans un format facilement accessible, notamment sur les réseaux sociaux. Et enfin, pour terminer, j'ai parlé de financement. Le problème en fait du financement en Afrique, c'est qu'il y a une tranche pour laquelle il est difficile, pour les startups, une tranche pour laquelle il est difficile de trouver de l'argent. Lorsque vous avez un projet, par exemple, c'est plus facile de trouver, bon, je vais caricaturer, c'est plus facile de trouver 5 millions de dollars que de trouver 200 ou 300 000 dollars. Parce que pour les investisseurs, investir des petits tickets, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très rentable. Donc il y a ce chaînon manquant pour les professionnels du financement. Et il y a également un autre problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes physiques, qu'on appelle des business angels, qui investissent sur des startups. Pour une raison simple, c'est que lorsque je discute avec des personnes qui ont beaucoup d'argent, ben, ils ne cessent de dire oui, on entend parler de start-up, mais c'est un milieu qu'on ne connaît pas forcément. On entend parler de start-up, mais on n'a pas le temps d'aller les chercher. Et donc, mettre en place un palmarès donc, pour identifier 100 boîtes africaines chaque année, c'est créer un mécanisme pour encourager l'investissement auprès de sociétés qui valent le coup et donc créer un mécanisme pour qu'il y ait de plus en plus donc, de business angels. Merci. Merci Christian. Christian Camaillou, My African Startup. Christian, je propose à la salle peut-être s'il y a des questions. Voilà, des questions. Hein. Micro, s'il vous plaît. Tu veux qu'on se pose là? Plus sympa. Merci cool. Bien. Je me présente d'abord, je suis Olfa Kileni, je suis chef de projet incubateur à École Polytechnique Sousse et j'ai suivi votre présentation avec beaucoup d'intérêt parce qu'en fait je suis amenée au sein de notre école à accompagner des Camerounais spécialement et d'autres nationalités africaines pour la création de leurs propres projets. L'handicap que je trouve très souvent, c'est que je ne connais pas la législation camerounaise et tout ça. Donc, ça serait très, très intéressant pour nous de collaborer avec My African Startup. Et comme ça, il y a énormément de potentiel dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, comme ça serait beaucoup plus efficace. Donc, pour nous, ça nous intéresse beaucoup pour encourager des étudiants à monter leurs propres projets. Et pour vous, ça serait déjà de la matière déjà assez prête pour créer déjà des entreprises sur place. Question? Elle est juste derrière vous, vous pouvez lui dire. Tu peux répondre en d'autant, hein, mais juste pour passer à... Je vous rassure, moi aussi, je ne connais pas très bien la législation dans les pays africains, mais je vous encourage on va rester en contact et voir ce qu'on peut faire ensemble. Bonjour Monsieur Christian, je me présente, je suis Chévez Mimi, étudiante en 4e année de Bachelor of Business Administration dans une école étatique en fait. Je voulais poser une question un tout petit peu, on va dire, personnelle par curiosité, parce que j'ai été porteuse de projets audiovisuels et j'ai rencontré tellement de problèmes. Donc c'était pour ce genre d'émission
qui ne sont pas justement, qui n'ont pas un modèle de rentabilité clair, comment que vous avez pu justement convaincre la télé ou Canal+, à ce que je pense, non? Bon, c'était une autre émission. Alors, non, c'est TV5. TV5, voilà. Comment que vous avez pu justement convaincre avec un projet, comme je l'ai dit, c'était toujours l'obstacle ou l'handicap que j'ai rencontré, parce que je voulais faire quelque chose comme vous, mais qui était en relation avec l'employabilité, pas l'entrepreneuriat. Et ce qu'on me disait toujours, allez, tu fais une liste de sponsors, tu viens, sinon tu n'as pas, c'est pas vraiment intéressant pour nous. Donc voilà, c'était juste une petite, une question par curiosité, parce que j'ai connu cette... c'est-à-dire, je suis passée par cette étape-là. Et je vous dis, même, j'étais embauchée dans une... pendant mes études, c'était en parallèle avec les études, j'étais embauchée dans une boîte audiovisuelle. C'est-à-dire, je parlais au nom de la boîte, même pas pour mon propre compte. Et quand même, j'ai rencontré ce problème. Et merci. Donc, c'est vrai que convaincre une chaîne de télévision, c'est compliqué. Dans ce cas précis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, lorsque le palmarès a été publié, en fait, la stratégie avec le palmarès est très simple. C'est de dire des entrepreneurs innovants manquent de notoriété, de visibilité, donc on met en place un palmarès, et ensuite, on met en place une stratégie de communication autour de la sortie du palmarès. Et ensuite, l'objectif, c'est que les médias relaient la sortie du palmarès, et en rendant service donc, au palmarès, on rend service aux sociétés qui en font partie. Donc ça, c'était la première étape. Donc il y a eu énormément de retombées presse avec le palmarès. Ensuite, ce qui s'est passé, donc je suis allé voir des chaînes de télévision avec un projet ce projet bien précis en tête. Donc le modèle économique en télévision, c'est lorsque vous êtes producteur, vous arrivez devant une chaîne de télévision, normalement, vous apportez le contenu et la chaîne de télévision vous paye. C'est comme ça que ça fonctionne, normalement. Mais après, vous avez des configurations différentes. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une chaîne de télévision publique, qui n'a pas forcément de budget et donc ne peut pas être sur ce modèle économique. Et donc, il faut trouver le financement ailleurs. Donc, dans mon cas précis, la chaîne de télévision très intéressée, mais n'avait pas le budget pour financer la réalisation des 52 épisodes. Et donc la chaîne de télévision était dans l'optique de reporter les discussions à plus tard. Et donc je leur ai dit non, je ne vous demande pas d'argent, je vous demande uniquement d'être diffuseur. Je trouverai l'argent pour les 52 épisodes. J'ai signé un accord de diffusion avec la chaîne de télévision. Parce qu'ils sont hyper intéressés parce que c'est du contenu intéressant à diffuser. Donc j'ai l'accord de diffusion avec la chaîne de télévision. Deuxièmement, il faut trouver un réalisateur qui va faire les 52 épisodes. Donc cela a un coût, donc vous avez un devis. Et ensuite, il faut trouver l'argent. il faut trouver l'argent, et ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et comment ça se finance? En soi, c'est simple. C'est-à-dire que lorsque le reportage va démarrer, au début du reportage et à la fin du reportage, il y aura un spot publicitaire de l'entreprise qui parraine le programme de télévision. Par exemple, je vous donne un exemple. Allez, on va prendre Tunisair. Je reprends l'avion tout à l'heure pour aller à Paris. Imaginons que Tunisair veut avoir par exemple de la visibilité sur une chaîne de télévision internationale. Je vais voir Tunisair et je leur dis « Ok, très bien. Habituellement, vous faites de la publicité de manière traditionnelle, on va dire. Mais là, ce que je vous propose, c'est de parrainer le programme de télévision. Et donc, à chaque fois que un reportage sur ce programme va passer, ce sera mentionné Tunisair et une compagnie formidable, la compagnie aérienne des entrepreneurs africains. Voilà. Donc ils mettent le cash sur la table et donc ils associent leur image à une cause, en fait, à cette opération. Bien. Dernière question, alors.
Dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Yahya Youssouf, je suis conseiller financier de la diaspora tunisienne installée en Allemagne. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas question ni du financement, ni d'autre chose? Nous, les Africains, c'est un problème de l'écosystème. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un écosystème. Et on a une certaine culture, c'est la culture de la sous-traitance. C'est-à-dire, on travaille pour les autres. Je n'ai pas vu jusqu'à maintenant une plateforme pour l'Afrique et pour tous les Africains. La plupart, ils travaillent pour l'Europe et d'autres. Primo, pour les financements, ce n'est pas vrai. On a beaucoup d'argent. Le problème... Je suis d'accord avec vous, oui. Il y a de l'argent. Oui, attendez. Voilà. Le problème, c'est l'accès au financement et le coût de financement. Primo, pour les jeunes start-up. Deuxièmement, l'accès au marché, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'on a une sorte de plan Marshall pour l'Afrique, Start-up Africa. C'est l'Europe, l'Allemagne qui va financer ça. On a beaucoup d'argent. Deuxièmement, la Tunisie, l'Allemagne, elle a mis à la disposition de la Tunisie la Banque de région. Allez voir la loi des finances 2014. La Suisse, elle a injecté 250 milliards, puis 250 milliards. D'autres, il y a beaucoup d'argent. Le problème des Tunisiens et d'Africains, nous sommes sous sorte de toit en verre. On voit l'argent, mais on n'arrive pas à capturer cet argent. Je vous donne un autre exemple. Et monsieur, il sait très bien, cette année, nos banques, ils ont fait bénéfice record. Jamais ils ont fait ça. Entre 17 et 25%. Mais le taux de croissance, c'est 1 à 2%. C'est moi, je partage, c'est-à-dire la diaspora, il veut faire quelque chose en Tunisie, mais le problème, il trouve que l'économie tunisienne et les secteurs économiques sont verrouillés. Verrouillés par 20 lois et 30 décrets de loi. Chaque secteur a là un monopole de fait. Ils ne laissent pas les jeunes. D'ailleurs, et je termine, le premier prix d'innovation en 2016 en Allemagne, c'est un Tunisien, c'est chiffre, c'est pas autre. C'est pas question de compétences, c'est pas question d'argent, c'est question qu'on ne laisse pas les jeunes. Et je sens que les jeunes sont en train, partout, dans le domaine de médecine, dans le domaine de start-up, sont en train de faire une deuxième révolution actuellement en Tunisie. Monsieur. Et je termine. Merci. J'ai envie de répondre. قلت تكلم باسم الحاضرين. اي دوك تكلم باسمك انت معناها. لا نسلفي خاطر تكلم باسمك معناها. Vous êtes identifié في كلام. Mais je sais pas, انا نعرفوا بعضنا بالكدا يظهر لي depuis le temps. تبارك الله عليك vraiment خاطر كل toutes les modérations, donc quel que soit le sujet, météo, il est là, même casquette, même question, il pose la même question. Mais c'est positif, vous êtes tenace, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des exemples, أنا من غير ما نعرف، أنا ما نعرفش شنو اللي في مخك، نتحداك اللي أنت ما تعرفهمش. تعرف واحد اسمه هادي الزاهر؟ داتافورا؟ تعرفوا؟ ما تعرفوش. Vous allez voir ce jeune là اللي معاونه حد قال له ما تعاونونيش ما تعطلونيش، يخدم على روحه. في 3 سنين il exporte. Il est sollicité, il a des clients côté في البورصة de Londres. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. تعرف قد ايه بدا شريكته هادي الزاهر اللي ما تعرفوش حد ما يعرفه. باش نقول لك ils sont beaucoup mais il faut être connecté pour les connaître. Mais هوني je vous rejoins, oui, il y a un écosystème. انت قلت فما écosystème. Il faut le connecter للرياليتي البقيه نتاع الاداره ونتاع العباد peut-être qui suivent pas de près, العباد قاعدوا بطريقه معينه يشوفوا الامور. هادي الزاهر je peux en citer 4-5 exemples توا tout de suite 4-5 exemples. 3 سنين التالي حد ما يعرفهم، 3 سنين التالي كان نعديهم عندي وعديتهم عندي يتكلموا حد ما يحط عليهم دينار. Et pourtant les idées étaient belles. اليوم حطوا عليهم فما شكون منهم جاي مع ايمانويل ماكرون في الديليغاسيون اوفيسيال نتاعو. Et pourtant 70% des employés نتاعو في تونس، la technologie نتاعو في تونس، جاي مع ايمانويل ماكرون في الديليغاسيون اوفيسيال. Ces jeunes là malheureusement علاش تقلقت من كلامك وباش نقول حاجه عمري ما قلتها، كان بودي ما يتصفقش على كلامك خاطر اللي يصفق ممكن ما يعرفش que ces jeunes là existent. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours. ما نلومش اللي ما تعرفوش، غلطي انا مثلا dans les médias j'essaie de les faire connaître. Ils sont là, ils sont en train de lever d'argent. هادي الزاهر تعرف قد بدا الشركه نتاعو؟
بدا يشري كابتاو ب 1 مليون دو دينار بروميي تور دو تابل كابيتال 1 مليون دو دينار هادي زاهر راهو مش بدا مثلا ب 10,000 دينار وبعد دبر فلوس كنت il a fait ses preuves فما عباد حطت معاه مليار بور كومونسي مازال ما عنده شيء فهمتي il faut les connaître ces gens là اي مي ما تقولش ما فماش وتصفق كي يقول هو ما فماش اسمع سامحني 2 جور نقف ونعلى ونعيط اي فوالا لا نحكيو بشويه اي بشويه بشويه نو نو اسمع je peux être d'accord sur tous les points معاك احنا البيراميد نتاعنا سي لونفير في كل شيء نورمالمون نبداو بور انكوراجي نبداو بالانفورماسيون هذه الاولى mais est-ce qu'on peut le dire sans crier لا باسكو سون ميكرو لا لا يسمعوا فيك برك بلاتيك ميكرو اللي حبيت اقوله انا معك انا معك اللي حبيت اقوله اسمع malheureusement ces jeunes là et j'en fais partie on les écoute pas ميساج عندكم حق هاك ما خليتهمش هاك ما خليتهمش تكلموا هاني انا بالحق هنقول على روحي خويا انا بورت بارول تقبلني هادي بورت بارول هادي زاهر يظل ديما يقولوا لي هاني بورت بارول هاك ما حبيتش تسمعني هاك ما حبيتش تسمعني شفت انا بالعاني rien que par provocation بالعاني نقول je ne peux pas être d'accord avec vous même si je peux être d'accord sur la majorité mais si je suis d'accord je leur cause du tort قاعدين يخدموا au quotidien طلبت حاجه ما عندك حاجه فهم الدوله هادي زاهر قريب تقول له قدام شاف تعرف انفيديا est une marque internationale شكون عنده اورديناتور عنده كارت جرافيك انفيديا اشهر شركه في العالم عندهم من اقوى لي انكوباتور دو ستارت اب باش تدخل بور افوار اكسي على التكنولوجي خاطر عندهم من اكبر لي كالكولاتور تعرف اليوم حاجتك بور لا داتا حاجتك بدي اورديناتور مش كيما اللي عندك دي كالكولاتور كبار اقوى لي كالكولاتور في العالم موجودين عند انفيديا بور ياكسيدي السوم نتاعهم الواحد ب 150,000 دولار جو بونس هادي زاد مش خاطر عندك 150,000 دولار تشريه ليست داتون طويله يا با اسي Donc, ils ont un incubateur fille des startups, ils leur donnent accès à la technologie. Ils viennent de sélectionner من العالم الكل هادي زاهر داتافورا دخل معاهم. هادي زاهر. Est-ce que vous le savez ça? Donc je suis d'accord avec vous بالعكس ميرسي قلت لك على الغمارك بتاعك خاطر انا مثلا كاعلام مقصر نحاول جو مو با او كوتيديان جو مو با او كوتيديان والله فرصه باش نجبدوا معاك انا مي فو لي كونيتر قاعدين يخدموا ماذا بيا العباد كل تحكي عليهم با كو موا اي معاك اش قلت لك انا فما مش نتكلم هكاك بيان سور علاش جيت علاش تحب تمشي وعلاش جيتولي نقول لك غاديك مخنوقين ما خلوناش نخدموا هاو نعطيك حاجه هل يعقل انت تحب تعاون امك بالفلوس ويقول لك لا ما تعاونهاش باش تبعث معناتها باش نعطيك حاجه احنا كنا سيدي نعملوا بنك دي تونيزيان ريزيدون على ليترونجي بور فينونسي سي جون صافي 7 سنين نون با فولو قلناهم انت بوزات وكورون قلنا نسيداو ناخذوا البورصه ونعملوا لها بنك بوستال قالوا لا Tu comprends?